La maladie du sommeil bientôt éradiquée, telle est la question à laquelle nous essaierons de répondre dans cette nouvelle mission Santé Plus sur Télésud. Avec nous, deux intervenants, et bien sûr, bonjour Bernard. Nous avons avec nous le docteur Nathalie Strub-Wourgaft. Vous êtes directrice au DNDi pour préparer la réponse au Covid-19, également aux pandémies. Et vous étiez auparavant dans ce même organisme directrice du département des maladies tropicales négligées. À distance avec nous, le docteur Wilfried Mutombo Kalonji. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous êtes à Kinshasa, en RDC, et vous êtes chef des opérations cliniques dans ce pays. Et nous allons parler avec vous, donc vous deux, vous trois, de la maladie du sommeil et d'un nouveau traitement expérimental qui vient de voir le jour. Tout d'abord, docteur, quels sont les symptômes de la maladie du sommeil et combien de personnes en Afrique sont-elles touchées ? Alors d'abord, c'est une maladie qui ne touche que le continent africain et encore certains pays en Afrique subsaharienne. C'est une maladie qui débute de manière assez insidieuse avec des symptômes qui ne sont pas très spécifiques. Une fatigue, des ganglions, parfois une irritation, un rash, des mal à la tête. Et puis, ça correspond au moment où le parasite est entré dans l'organisme, mais n'a pas encore atteint le système nerveux central. Malheureusement, pour tous les patients, en l'absence de traitement, le parasite va progressivement envahir le système nerveux central, ce qui va entraîner des symptômes neurologiques, des pertes de l'équilibre, des troubles du sommeil qui marquent vraiment le nom de la maladie avec une inversion du cycle sommeil-veille. Les patients sont extrêmement somnolents dans la journée, ils sont parfois réveillés la nuit, et des symptômes psychiatriques qui font peur et qui contribuent au stigma de cette maladie. Malheureusement, en l'absence de traitement, inéluctablement, l'extrême majorité des patients va évoluer vers un coma et puis vers la mort. Alors, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur l'importance de cette maladie et pourquoi est-elle négligée ? Alors les chiffres, oui, ce qui est important, c'est que depuis 20-25 ans, on a eu une diminution vraiment importante du nombre de cas. En ce moment, on a moins de 1000 cas répertoriés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rapportés par les pays à l'OMS. Il y a probablement beaucoup plus de cas que ceux qui sont rapportés, mais néanmoins, ce n'est pas une maladie comme la malaria. Pourquoi c'est négligé ? Parce que ça fait partie du corpus des maladies tropicales négligées, qui sont des maladies qui affectent des patients qui vivent qui sont des patients pauvres, qui ne contribuent pas, qui ne pourront pas contribuer à une valorisation par l'industrie pharmaceutique d'un marché qui ne constitue pas un marché. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a montré, c'est pour ça que DNDi a été fondé. Et donc, ce n'est pas attractif de développer des médicaments pour ces patients. Et c'est pour ça qu'il faut des organisations comme la nôtre. Docteur Mutombo Kalonji, comment la maladie se transmet-elle ? Parce que vous avez parlé effectivement d'un parasite. Comment se transmet-elle ? Oui, alors, la maladie est causée, comme Nathalie a dit, par un parasite qu'on appelle le Trypanosoma ici en Afrique, ici en RDC, le Trypanosoma botulinum. Mais elle est transmise par la mouche tsetse, qui est le vecteur. Donc, quand la mouche pique une personne malade et qu'elle se nourrit, après, elle va aller piquer une personne saine, elle lui transmet cette maladie. Cette mouche tsetse, c'est une mouche hématophage qui se nourrit du sang et qui joue le rôle de vecteur. Donc, c'est elle qui transmet la maladie du sommeil. Après des années de recherche, vous en parliez, en l'absence de traitement, la maladie aboutit à la mort. Effectivement, après des années de recherche, il y a un nouveau traitement qui a vu le jour grâce à votre recherche et grâce aussi à la recherche du docteur Mutombo Kalonji qui était sur place et qui a fait des essais cliniques. Ce nouveau traitement, quelle est son efficacité ? Peut-être qu'il faut commencer par raconter comment les patients sont traités normalement. En fait, je vous ai expliqué, il y a deux stades de la maladie. Un stade où les patients vont pas très bien, mais c'est pas gravissime. Et un stade où on a le système nerveux central qui est envahi par le trypanosome, qui ressemble à un espèce de truc. C'est affreux à regarder au microscope. C'est vraiment... bon. Et avant, il y avait un traitement intraveineux, une combinaison assez lourde d'un traitement intraveineux et d'un traitement oral qu'on donnait à l'hôpital après avoir fait une ponction lombaire qui fait mal.
qui est faite sans anesthésie. Et à ce moment-là, quand les patients étaient très sévères, on leur donnait ce traitement à l'hôpital, ça veut dire structure de santé, etc. Ou bien on leur donnait un traitement injectable par des piqûres. Et puis ensuite, DNDi a développé un autre médicament qui s'appelle le fexinidazole, qui est beaucoup mieux parce qu'il n'est que oral et qu'on peut le donner un peu plus en périphérie. Mais dans les cas un peu sévères, il faut quand même référer les patients pour qu'ils aillent à l'hôpital, ça veut dire structure de santé, ça veut dire transport, ça veut dire etc. Et qu'ils aient l'autre traitement intraveineux. Acoziborol est unique parce que c'est un traitement qui se donne uniquement par voie orale. En une fois, on donne 3 comprimés et c'est fini. Pourquoi? Parce que ce médicament reste dans l'organisme, il a ce qu'on appelle la demi-vie qui est très longue, donc il va rester très longtemps. Et pendant qu'il est dans l'organisme, il va interagir avec la fabrication des protéines qui sont nécessaires à la survie du parasite en cassant ce mécanisme. Du coup, ça va entraîner la mort du parasite, qui va être un peu lente, mais qui donc éradique le parasite, il tue le parasite. Docteur Mutombo, quel est votre avis à propos de ce traitement? Alors, ce traitement, il est très bien accueilli. Je dirais que c'est une grande révolution. Je travaille dans la maladie du sommeil depuis plus de 15 ans. J'étais jeune médecin quand je commençais et j'ai eu à traiter des malades avec l'Arsobal. Nathalie a un peu évoqué ça. C'était des piqûres très douloureuses, très, très douloureuses. Et des fois, nous perdions des malades, pas du fait de la maladie, mais du fait du médicament. Et ça, c'était terrible, hein. Pour un médecin, c'était des expériences très amères. Mais voilà. Mais après, avec l'arrivée de DNDi, il y a un certain nombre d'essais cliniques qui ont commencé à être faits. Il y a eu le NECT auquel j'ai participé et ça, c'était très bien. Déjà de passer de ces traitements qui étaient toxiques, l'Arsobal au NECT. Et puis après, il y a eu le fexinidazole qui a simplifié le traitement oral. Mais là, franchement, avec Acoziborol, franchement, c'est l'aboutissement d'un rêve, je veux dire. On ne peut pas faire mieux, quoi. Traiter le malade du sommeil avec un traitement à dose unique, franchement, on ne peut pas faire mieux. On est content et on espère vraiment que très rapidement, ce produit va être disponible pour nos malades. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que je n'ai pas répondu complètement à votre question sur l'efficacité. Exactement. En fait, très efficace. Elle est incroyable. C'est 95% d'efficacité qu'on mesure à 18 mois. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, peu importe le jour, dans 18 mois, il y a 95% des patients qui sont complètement guéris de la maladie. Donc, pour n'importe quel traitement, 95%, c'est énorme, mais c'est par ailleurs pas mieux que ce que font soit la combinaison des traitements dont j'ai parlé, qui sont très lourds, qui se donnent pendant 10 jours, etc., soit le médicament qui tuait aussi certains patients, en plus de tuer le parasite. Donc, c'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Et ça, c'est chez les patients qui sont dans la forme la plus avancée de la maladie, avec le système nerveux central. Les autres, il y a eu 41 patients qui ont été traités, qui étaient à la forme un peu plus précoce de la maladie, dans lequel on a observé 100% d'efficacité. Donc, difficile de faire mieux. Est-ce qu'il est accessible, ce médicament? Parce que pour l'instant, on a parlé des essais cliniques, c'est un traitement expérimental. Est-ce qu'il sera accessible et est-ce que tous les patients vont pouvoir en guérir de cette maladie du sommeil? Alors, je peux peut-être laisser mon collègue en parler, mais ce qu'il faut sur le déploiement ensuite, d'abord, il faut passer par les approches, par le système réglementaire. Il faut que le médicament soit approuvé par des autorités de santé, ce qui prend un peu de temps de traitement du dossier de soumission, de préparation. Des années ou des mois? Plutôt des mois. Après, je ferai attention je ne vais pas être trop précise, mais je pense qu'on est sur, disons, dans 2 ans, on pourrait avoir la fin du processus sur cette indication-là. Et donc, docteur Matombo, est-ce que vous avez beaucoup de cas, parmi vos patients, et vous attendez, parce que là, la fin des essais cliniques, c'est maintenant terminé, donc comment vous allez faire pour soigner les nouveaux patients que vous avez? Bon, il faut dire que en ce moment, le programme national contre la trypanosomiase humaine africaine, qui est un programme du ministère de la Santé, soigne les malades. Il y a des protocoles de traitement, notamment avec le fexinidazole qui est en cours et puis avec le NECT. Alors, Acoziborol est attendu, mais comme Nathalie a dit, il y a des étapes, puisque l'essai clinique est fini, le développement, le Acoziborol a montré qu'il est très efficace. On ne peut pas rêver mieux que ça. Mais après, il y a la procédure à suivre. Je pense que le dossier sera soumis à l'Agence européenne pour
avoir une opinion. Et puis après, ce dossier va être soumis au pays. Moi, en RDC, la RDC est le pays le plus touché. Je prends plus de 95% des cas rapportés au monde. Non, je dirais plus de 70%, sorry, plus de 70% des cas rapportés proviennent de la RDC. Donc, nous sommes l'un des pays les plus demandeurs. Alors, en ce moment, nous soignons avec les médicaments qui sont disponibles et nous espérons que, comme Nathalie a dit, dans les prévisions les plus optimistes, toute cette procédure peut prendre peut-être, bon, on prend le risque comme ça, de dire peut-être 2 ans. On espère que dans 2 ans, on pourra avoir ce traitement qui est encore beaucoup plus facile et qui pourra être utilisé même dans les centres les plus reculés, parce qu'on va encore s'approcher davantage des malades, les traiter dans leur milieu, ce qui est aussi l'idéal. Du côté financier, comment se présentent les choses? Est-ce que c'est un médicament qui revient extrêmement cher? Qui va le fabriquer? Qui va payer? C'est une bonne question. Donc, c'est le laboratoire Sanofi qui est le partenaire de DNDi dans la suite, donc qui va assurer l'enregistrement du médicament et sa distribution, mais qui passera pour l'instant probablement encore par l'Organisation mondiale de la santé qui est responsable d'assurer la distribution dans les pays, moyennant adoption de ce traitement dans les recommandations de traitement. Et ensuite, ça passe par l'OMS, ça passe dans les pays, et ensuite ça va dans les structures de santé, comme a expliqué le docteur Mutombo. Mais c'est un médicament qui va être très cher? Je ne pense pas qu'il sera très cher. Je ne peux pas répondre à cette question. J'ai pas encore je ne sais pas. Mais ce qui est, si vous voulez, le principe de ce que fait DNDi, c'est que dans notre philosophie, ce qui est important, c'est que les médicaments, à la fin, soient accessibles. Donc, on a des accords avec nos partenaires, parce que la question que vous posez, c'est aussi lié à la production, au coût de production, etc., que je ne connais pas. Mais ce qui est certain, c'est que pour qu'on s'engage, et quand on s'engage avec un partenaire industriel, c'est qu'on sait qu'à la fin, ça sera possible de l'obtenir pour les patients, quel que soit le moyen par lequel on arrive à ça. Donc, ce n'est pas un médicament à des centaines ou des milliers d'euros, c'est impossible, puisqu'on a déjà défini dans ce qu'on appelle je m'excuse, c'est un cahier des anglicisme. charges. Oui, c'est un Target Product Profile, donc c'est ce qui est le cadre dans lequel, de manière agnostique, on définit qu'on ne veut pas dépasser tel prix. Et forcément, ça ne peut pas être plus cher que ce qu'on a déjà sur le marché. On l'a vu dans d'autres maladies tropicales négligées comme l'onchocercose. Et il y a certains industriels qui s'occupent de donner gratuitement le médicament, mais surtout d'aller, comme vous disiez, docteur Mutombo, dans tous les villages reculés, en mettant une personne responsable dans chaque village qui, elle, est chargée de distribuer le médicament. Est-ce qu'on peut envisager ce genre d'organisation et peut-être demander donc à l'industriel, en l'occurrence Sanofi, s'il accepterait de donner gratuitement le médicament? Je vais commencer, mais je pense que mon collègue devrait continuer. Dans le cas de l'onchocercose, il y a ce qu'on appelle la distribution de traitement de masse. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'épidémiologie, enfin bon, on va dans les pays où on sait qu'il y a des cas et pouf, on distribue à tout le monde. La maladie du sommeil, elle n'est pas partout. Ce n'est pas une maladie partout. Il y a des cas dans certains villages qui sont repérés. Donc, il va falloir qu'on trouve un système qui répond aux besoins de savoir qu'on a des cas, donc le diagnostic est important, ou des cas suspects, et ensuite on donnera. Je ne sais pas si mon collègue... Oui, docteur Mutombo, quelle est votre réponse à cette question? Voilà. Donc, je dirais, je commence par, nous espérons que nous aurons ce traitement ou ce médicament gratuitement à travers les programmes de donation, comme vous l'avez évoqué. Et le circuit normal, comme Nathalie dit, ces programmes de donation font que les médicaments sont disponibles auprès de l'OMS et stockés dans les dépôts de Médecins sans frontières logistiques. Et puis après, bon, les pays qui font la demande les reçoivent. Alors, dans chaque pays, pour parler de la RDC, il y a un programme national de lutte contre la trisomie humaine africaine. C'est ce programme-là qui s'occupe du traitement de la maladie du sommeil. Et c'est ce programme-là qui est organisé en direction, et puis il y a des coordinations provinciales, et puis ça va jusqu'à la base avec des structures de traitement qui sont identifiées avec du personnel formé, qui font la prise en charge. Mais la complexité de la maladie du sommeil, il faut dire que c'était le diagnostic qui était complexe et le traitement qui était lourd. Ça fait que il n'y avait c'est pas n'importe quelle structure qui pouvait traiter. Donc, c'était des structures bien identifiées où on avait du personnel formé. Et ça faisait que des fois, des malades faisaient une longue distance pour arriver à ces structures où ils peuvent recevoir le traitement. Mais là, avec un traitement qui va être facile, du coup, on va élargir la couverture puisqu'il sera possible que
même des personnes non entraînées, des infirmiers à la base, peuvent être formés et puis et l'administrer. Donc, on va se rapprocher davantage des malades. Mais il y a un programme national qui s'occupe de cela et qui est très bien organisé et structuré. Justement, parler du diagnostic, c'est pas évident de diagnostiquer cette maladie, mais il y en a bien d'autres qui touchent l'Afrique, hein, comme d'ailleurs les pays occidentaux. Comment faire pour améliorer le diagnostic et réduire le temps d'errance, qu'on appelle errance, le temps où on est diagnostiqué, et notamment même pour le Covid-19? Il y a déjà un problème de financement de la recherche et du développement, hein. Parce que si on n'a pas de financement pour trouver des outils multi-pathologies, on n'arrivera pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts de recherche à faire. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur des outils diagnostiques qui soient un peu polyvalents pour qu'on puisse directement, sur la base de quelques symptômes, identifier si c'est Covid, si c'est grippe, si c'est malaria, si c'est autre chose. Les premiers symptômes chez les patients ambulatoires sont souvent pas très, très, très spécifiques. Donc c'est clair qu'il faut vraiment favoriser la recherche sur les outils diagnostiques. Il y a un élément que discutait le docteur Wilfried. Dans les villages qui sont connus pour avoir la maladie du sommeil, là, les populations savent. Et quand ils voient quelqu'un qui est un peu... ou qui a des ganglions, ils savent, ils peuvent les référer. Mais il y a plein d'autres maladies où on ne sait pas et on arrive trop tard. Et ensuite, c'est vraiment difficile de trouver des traitements plus on avance dans les maladies. Donc vraiment, en effet, je pense que c'est un sujet très très important pour la R&D en santé publique. C'est énorme à faire. Docteur Mutombo Kalonji, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous dire ce qui fait la particularité des villages qui sont particulièrement touchés par la maladie du sommeil? Alors, ces villages, c'est des villages qui sont, disons, l'élément clé dans cette maladie, parce que c'est la mouche tsetse en fait. Les villages qui sont touchés sont les villages dans lesquels on trouve cette mouche tsetse. Alors, quelles sont les conditions que cette mouche tsetse, les conditions qui doivent être réunies pour avoir la mouche tsetse? C'est d'abord l'humidité, elle aime l'humidité. C'est la chaleur, c'est comme ça qu'on la trouve dans les zones chaudes. Et aussi, c'est la présence humaine, comme c'est une mouche qui se nourrit du sang, c'est une mouche hématophage. Donc là où ces trois conditions sont réunies, on va avoir cette mouche tsetse. Alors, c'est quoi ces lieux-là? Souvent, c'est des milieux où les gens vont faire la pêche. Il y a la présence humaine pour les activités de pêche, il y a la chaleur, il y a de l'humidité, et la mouche vit là-bas. Elle trouve la nourriture facilement parce qu'il y a des personnes humaines. C'est des endroits où les femmes vont faire du ruissage de manioc, ou les endroits où les femmes vont faire préparer l'huile traditionnelle, l'huile de façon traditionnelle. C'est dans ces endroits-là qu'ils se font piquer par les mouches tsetse. Alors, ici en RDC, bon, c'est des zones chaudes, hein, donc quand vous allez dans les zones froides, les hautes montagnes, vous ne les trouvez pas. Ça, ce sont plus ou moins les conditions qui sont favorables à l'existence de la mouche et qu'on trouve dans les villages qui sont affectés. Est-ce que l'âge des patients qui sont touchés, il y a une variable, tous les âges peuvent être concernés? Non, en fait, il faut dire parmi nos malades, on a environ 20% qui sont des jeunes, qui sont des enfants. Mais bon, et en fonction du milieu, hein, vous avez des milieux où vous allez avoir plus de personnes qui sont actives, c'est-à-dire celles qui vont faire la pêche, celles qui vont faire les champs, parce que c'est là-bas qu'elles vont aller se faire piquer par la mouche tsetse. Et vous parliez des femmes, donc les femmes qui vont faire la lessive, qui vont chercher de l'eau. Est-ce qu'elles sont plus touchées que les hommes? Non, mais c'est plutôt équilibré, puisqu'il faut dire que les hommes, comme les femmes, ils fréquentent plus ou moins les mêmes milieux, parce que les gens, là où les femmes vont faire la lessive, c'est là-bas que les hommes vont se laver, vont faire leurs activités de pêche. Bon, alors, des femmes qui vont faire les activités de ruissage de manioc, là, c'est plutôt les femmes, elles vont se faire piquer là-bas avec les enfants. Là, elles vont faire des activités d'huile de palme, c'est là qu'elles vont se faire piquer. Mais les hommes, c'est plutôt là, ils vont faire la pêche. Il faut dire que dans le centre où j'ai travaillé, avant, il y a environ 10 ans, au centre de la province, c'est plutôt des jeunes gens qui allaient dans les mines de diamants qui étaient les plus piqués par la mouche tsetse. Donc, plutôt le profil des malades, c'était plutôt des jeunes gens, majoritairement des hommes, puisqu'ils étaient, c'est eux qui étaient souvent dans ces lieux
où on trouvait la mouche. Donc, en fonction de l'endroit, voilà, le profil peut changer. Mais pour parler de mon expérience personnelle, c'était plutôt dans le Kasaï, mais c'était plutôt des jeunes gens actifs, ceux qui allaient dans les mines de diamants. C'était le gros de mes malades. Docteur Stroop-Voorgaft, est-ce qu'il y a des maladies négligées pour lesquelles il n'existe aucun traitement à l'heure actuelle? Plein. Plein? Plein. Il y a beaucoup de recherches à faire. Il y a beaucoup de recherches à faire pour ces maladies en Afrique. DNDi s'est engagé comme organisation à but non lucratif à trouver des médicaments pour la leishmaniose viscérale, qui est encore une maladie mortelle, pour le mycétome, qui est une maladie épouvantable. Est-ce que vous pouvez dire un peu quelles sont ces maladies pour oui, ceux bien qui sûr. ne Donc, connaissent pas? C'est la même. Alors, la leishmaniose fait partie du même groupe de maladies que la maladie du sommeil. Elle est transmise par un petit phlébotome, une petite mouche, enfin un petit insecte, et elle entraîne des troubles, des anomalies viscérales. Et les patients, pareil, vont mourir dans un tableau de fatigue. Il y a des traitements qui sont pas très faciles à administrer, qui sont injectables, etc. Donc on a travaillé en Afrique. Souvent, il y a une co-infection avec le VIH qui entraîne un cycle terrible. On vient de montrer des nouvelles options thérapeutiques qui sont très prometteuses et qui permettent de couper un peu ce cycle horrible de succession de maladies de VIH qui s'aggravent ou de leishmaniose. Ça, c'est une partie. Le mycétome, c'est une maladie terrible, très ignorée. Qui est prévalente plutôt au Soudan, un peu au Sénégal, très mal connue, très mal recherchée, toujours la même chose, qui se traduit par des lésions cutanées. C'est c'est un champignon qui se met à manger les tissus, qui dévore les tissus jusqu'à l'os. Donc les patients ont des grosses lésions. On ne sait pas le traiter médicalement. Donc en fait, cette maladie est traitée par des chirurgiens qui coupent. Ils coupent la jambe, ils coupent le pied, puis ensuite elle continue, ils coupent la jambe, ensuite ils coupent l'autre jambe. C'est absolument épouvantable, c'est très mal étudié. DNDi s'est engagé dedans, on en parlait avec l'équipe scientifique. Encore aujourd'hui, on a des résultats très intéressants sur un médicament, mais c'est vraiment pas assez. L'onchocercose, on prévient la sévérité, mais ce qu'il faut, c'est trouver un traitement curatif, c'est d'avoir un médicament qui va tuer le ver adulte, la femelle adulte, pour éviter qu'elle ponde tout le temps ses œufs, pour lesquels on donne du traitement préventif pour ne pas avoir de lésions. Mais il faut aller plus en amont. Pareil. Donc ça, c'est l'onchocercose, on est engagé là-dedans. Il y a la filaire lymphatique. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a une liste de 20-21 maintenant à l'OMS. Il y a les morsures de serpents qui sont rentrées dedans, parce qu'on ne peut pas non plus... on n'a pas d'antivenin qui soit efficace. Bon, il y en a malheureusement beaucoup, donc il faut continuer à faire du plaidoyer pour qu'il y ait de l'investissement en recherche et développement pour trouver des solutions, parce qu'on en trouve. C'est ça qui est important. Je pense que le médicament, le message qu'on a sur la trépanosomiase, qui est ce qu'a dit le docteur Wilfried, c'est très important. Avant, on traitait avec un médicament qui tuait un malade sur 20, donc, et qui était stigmatisant pour tout le monde, qui faisait que les gens ne voulaient pas se traiter et tout. Avec un traitement comme l'acosiborole, on montre que la science peut marcher pour ces maladies. Il faut juste investir, travailler beaucoup. Est-ce que ces maladies sont négligées parce qu'il y a peu de victimes, enfin relativement peu de victimes? Non, pas forcément. Ça peut être beaucoup. Les chiffres, c'est 1 milliard de personnes touchées par les maladies tropicales négligées, dont 500 millions d'enfants. Oui, c'est énorme. Et pourtant, les industriels... Christine, je vous laisse pour votre dernière question et dire au revoir à nos invités. D'accord, pourtant les industriels investissent, puisque là, vous avez comme partenaire Sanofi, il y en a d'autres comme MSD qui dans l'onchocercose. Les industriels se sont engagés, les grands laboratoires pharmaceutiques, à investir dedans. Est-ce qu'ils le font vraiment ou pas ? Avec vous comme partenaire, bien sûr. On a des très bons partenaires industriels pour la fin, mais il faut continuer à soutenir la recherche. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Santé Plus. Merci aussi au docteur Mutombo Kalonji qui se trouve à Kinshasa. En RDC. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.